D'abord, pour essayer de partir sur un bon diagnostic, on regarde ce sujet réalisé par Grégoire Fanet. Quelques chiffres, état des lieux des vacances. Regardez ces chiffres pour y voir un tout petit peu plus clair pour la saison évidemment 2008-2009. Regardez. Cet été, près de la moitié des Français ne goûtera pas au voyage. Une tendance qui s'accentue d'année en année chez les vacanciers. Par rapport à 2008, ils seront 10% de moins à partir. Selon l'Institut Ipsos, la crise confirme ainsi son impact sur les pratiques touristiques. En 2008 déjà, 35% des Français n'ont pas quitté leur domicile. Les premiers touchés, ce sont les personnes âgées et les plus pauvres. Parmi ceux qui partent, une priorité gagne du terrain, la nécessité d'économiser. En moyenne, les budgets vacances sont en baisse de 10%. Première conséquence, les Français raccourcissent leurs vacances. Le budget transport est lui aussi en baisse. Résultat, le choix pour les régions françaises pourrait encore s'imposer cette année sur les destinations étrangères. C'est un coup de pouce en perspective pour le marché français, mais aussi une bouffée d'oxygène, alors que le nombre de touristes étrangers, lui, diminue. Sur l'année 2008, il enregistre une baisse de 3%. La France demeure cependant la première destination mondiale avec ses 80 millions de visiteurs annuels. Reste à trouver pour son industrie touristique de nouvelles manières de s'adapter à une clientèle au budget de plus en plus serré. D'abord, j'aimerais que vous regardiez ce reportage parce qu'on parlait des demandeurs d'emploi et je vais prendre la parole juste après. Regardez ce reportage, il a été réalisé par Grégoire Fanet. Il est parti justement à la rencontre des demandeurs d'emploi en formation justement. Ils ont beaucoup, et on le sait, besoin d'être formés. Regardez l'histoire de ce jeune garçon qui a été orienté en cuisine et puis qui a enfin trouvé sa voie grâce à cette formation. Regardez ce reportage de Grégoire Fanet. Là, vous avez 3 kilos d'excédent, ça vous fera 50 euros x 3. 3 kilos, 50 euros x 3. Vous n'êtes pas gentil, franchement, madame, parce que là... Bien gérer le stress des clients, une leçon que connaît tout bon agent d'escale. Une leçon que ses stagiaires ont 5 mois pour apprendre. Pour le Conseil régional d'Île-de-France, c'est une dépense d'avenir. Mais pour Abou, 26 ans, c'est la réalisation d'un rêve, travailler dans un aéroport. Il vient de quitter son travail de cuisinier pour tout miser sur cette formation d'agent d'escale. Moi, personnellement, c'était mon univers. Et dans le futur, si j'ai un emploi au niveau de l'aérien, je pense que je pourrais bien m'épanouir et pouvoir faire une carrière. Pourquoi pas? Parce que je ne me voyais pas faire une carrière dans la cuisine ou dans l'hôtellerie. Une reconversion assumée donc, mais risquée. Dans 3 cas sur 4, les demandeurs d'emploi dans la même situation ne trouvent pas de travail. L'avantage d'Abou, c'est d'être pris en charge par l'association Jérémy. Avec 80% d'embauche à la sortie, cette structure est une exception. Pour Pierre Orgival, c'est aussi le résultat d'une méthode. Cet ancien cadre d'Air France a longtemps travaillé en tant que formateur, une expérience qui lui donne un regard critique aujourd'hui sur sa profession. Le problème, c'est que l'argent pollue tout dans ce domaine. C'est-à-dire qu'en fait, on fait des heures pour faire des heures, mais on ne se préoccupe pas de savoir de la qualité. À la fin, il devrait y avoir un contrôle des acquis. Il devrait y avoir un contrôle si vraiment la formation est passée sur plusieurs plans. Ça n'est pas fait. En 2008, le Conseil régional d'Île-de-France a dépensé 280 millions d'euros pour la seule formation professionnelle. Une somme qui sert à financer les actions de plus de 350 organismes de formation. Tous ne sont pas contrôlés. Conscients de l'enjeu, les responsables comptent bien améliorer la situation. Que devient la personne 1 an, 2 ans, 3 ans après? On n'en sait rien. On passe au suivant, on passe à d'autres personnes, on passe à d'autres publics, on passe à d'autres stages. Moi, je veux un travail, un bon cahier des charges, une bonne définition d'abord pour ne pas faire n'importe quoi, et qu'on évite d'envoyer, comme c'est trop aujourd'hui, des personnes qui ont fait 1 stage, 2 stages, 3 stages, qui finissent dans une voie de garage et qu'on retrouve ensuite à la marge de la société. Pour Abou, c'est plutôt bien parti. D'ici 1 an, il a 8 chances sur 10 d'être lui-même derrière le comptoir, à côté d'Alexandre. Cet ancien intérimaire est désormais agent d'escale. Sa formation avait coûté près de 3 500 € au Conseil régional. Le prix d'une reconversion réussie. Ce soir, il sera aussi question évidemment de la place de la laïcité dans notre République. Retour sur cette loi de 2004, elle avait été l'objet d'une grande et longue réflexion. Évidemment, regardez, on nous explique tout à travers ce sujet de Grégoire Fanet. Pour protéger la laïcité, il faut interdire. De la commission Debré à celle de Bernard Stasi, c'est la même conclusion sur une question difficile. Comment lutter contre les communautarismes tout en préservant les libertés individuelles ?
En mars 2004, à une très large majorité, députés et sénateurs s'accordent sur ce principe qui entre dans la loi défendue par Luc Ferry. Pour garantir la neutralité religieuse de l'école, il faut lutter contre toutes les formes de prosélytisme. Sont donc proscrits tous les signes et vêtements manifestant de manière ostentatoire une appartenance religieuse. Par la suite, le Conseil d'État a précisé les tenues concernées par la loi. Dans la liste, on retrouve notamment les voiles ou foulards islamiques, les kippas, les grandes croix chrétiennes, ainsi que les turbans sikhs. La burqa, marginale, ne fait pas encore, pour l'heure, objet de débat. La règle s'applique aux écoles, collèges et lycées publics. Des mesures disciplinaires sont prévues, pouvant aller jusqu'à l'exclusion des élèves. En un an, une 50aine d'élèves ont dû quitter leur établissement. La loi s'arrange cependant de certains signes jugés plus discrets, exemple avec les étoiles de David, main de Fatima et petite croix chrétienne. Malgré cela, la loi a plusieurs fois été accusée de viser plus spécifiquement le port du voile. Au-delà de cette tenue, c'est la communauté musulmane qui serait ciblée. D'autres dénoncent une atteinte à la liberté d'expression. En 2007, le Conseil d'État a cependant jugé la loi conforme à la Convention européenne des droits de l'homme. D'abord, j'aimerais entendre... À l'approche de l'été, les syndicats rencontrent des difficultés pour rassembler leurs troupes. Aujourd'hui, les mobilisations locales n'ont pas atteint l'ampleur des précédents rassemblements. Le 1er mai, déjà, s'était montré décevant. Pour Bernard Thibault, c'était pourtant l'occasion d'une mobilisation historique. En effet, pour la première fois depuis 1945, les 8 grands syndicats défilaient ensemble. Au final, le 1er mai 2009 est un meilleur cru que les années précédentes. Près d'1,5 million de personnes sont descendues dans la rue, mais les syndicats espéraient une mobilisation plus forte que celle du 29 janvier et du 19 mars. Paris manquait. Le 29 janvier, la mobilisation avait pourtant commencé en fanfare. Les cortèges de manifestations ont rassemblé entre 1 et 2 millions de personnes. Le 19 mars, le mouvement gagnait en puissance, plus d'1 million de manifestants selon la police, près de 3 millions selon la CGT. Alors le mouvement de contestation s'essouffle-t-il actuellement ? Non, répondent en chœur les syndicats. Pour eux, la journée d'action décentralisée a rempli aujourd'hui sa mission. Elle vise surtout à enraciner le mouvement en région. Le vrai test, ce sera la journée du 13 juin prochain. Et on termine avec un sujet qui, par nature, n'est jamais consensuel, le redécoupage électoral. Hier, Alain Marlex, le secrétaire d'État chargé de dessiner la nouvelle carte en fonction des données démographiques, a dit que le bilan de sa proposition de redécoupage ne pourra être dressé qu'après son adoption en Conseil des ministres en juillet prochain. Grégoire Fanet. Pour gagner une bataille, mieux vaut choisir son terrain. Cette leçon, les députés la connaissent et comptent bien s'en servir lors de leur prochaine campagne en 2012. Ils ont donc prêté une oreille attentive au rapport de la commission Guéna sur le projet de redécoupage électoral. Du côté de l'opposition, c'est même très clair, ce redécoupage se fait au profit de la droite. Aujourd'hui, je l'affirme, le projet, même revu par la Commission, est totalement déséquilibré dans les circonscriptions qui disparaissent. C'est presque 75% de circonscriptions de gauche qui disparaissent, contre uniquement 25% pour la droite. Et dans les circonscriptions qui sont créées, il y a 60% qui bénéficient à l'actuelle majorité et simplement 40% à la gauche. La Commission donne un avis favorable sur la majorité du redécoupage réalisé par Alain Marlex. Le secrétaire d'État à l'Intérieur estime donc son projet globalement justifié. De plus, la gauche serait mal placée, d'après lui, pour juger. Ce résultat, c'est mieux qu'en 86, découpage qui vous avait permis de gagner aussitôt en 88, où 61 départements sur 96 avaient fait l'objet soit d'observations, soit de critiques. Le mot critique, d'ailleurs, n'est pas utilisé par la présente commission. Pas de critiques, mais de sérieuses remarques. Dans 38 départements, le gouvernement est invité à améliorer ou même à retravailler sa copie. Exemple avec Paris, où la polémique gonfle. Les Verts notamment critiquent le redécoupage de circonscriptions qui rendrait très difficile la réélection de leurs candidats. Mais pour certains spécialistes de la carte électorale, le gouvernement ne peut pas non plus jouer les apprentis sorciers sur ce dossier. Il n'a pas pu faire ça. Il s'est certainement amusé à avantager un parti contre un autre, mais droite contre gauche, il ne se l'est permis qu'à Paris, selon toute évidence. Dans le Tarn, très probablement,
dans 2 ou 3 autres probablement, mais c'est tout. Le projet sera remis d'ici fin juillet en Conseil des ministres. Présenté à la rentrée au Parlement, il recevra une attention toute particulière de la part des députés. On continue sur la campagne européenne et cette affirmation que l'on entend de plus en plus chez les leaders des partis de droite comme de gauche. Plus des 2/3 des lois nationales ne seraient que la traduction de normes européennes. Alors info ou intox, élément de réponse avec Grégoire Fanet. 80% des lois françaises directement issues des textes européens. Un chiffre qui frappe les esprits et qui fait recette en période électorale. Un chiffre passe-partout, repris à droite comme à gauche, pour servir des buts très différents. Pour certains, il souligne l'importance de l'Europe. Cette élection, elle est centrale. 80% des lois qui se font voter au Parlement français sont des transcriptions de directives européennes. Et c'est cela qu'on explique. Pour d'autres, au contraire, cette place prise par les directives européennes, c'est un signal d'alarme. La construction européenne devient maintenant véritablement un carcan. Si la tendance se poursuit aujourd'hui, vous pouvez mettre ce Parlement en vacances, c'est un théâtre d'ombre. Mais pour Yves Bertoncini, enseignant à Sciences Po, ce chiffre est plus un mythe qu'une réalité. L'impact des directives européennes sur la législation française serait largement surévalué. En moyenne, entre 2000 et 2008, 22 directives européennes auraient fait l'objet chaque année d'une transposition dans la loi française. Cela concerne seulement 25% des textes législatifs. Cette estimation marque elle-même de fortes variations selon le secteur concerné. Si on regarde la qualité de l'air ou de l'eau, l'Union européenne est très active sur ces sujets qui sont souvent des sujets transnationaux et donc il y a une intervention de l'Union européenne. Et là encore, vous voyez, c'est un nombre assez limité de secteurs. Ce sont des secteurs essentiellement à tonalité économique puisque la construction européenne a essentiellement, au moins jusqu'ici, une tonalité économique. Tout le reste des secteurs, on peut dire assez tranquillement que l'idée que 80% des lois qui les régissent viennent de l'Union européenne est un mythe et même une fable. Toutes les décisions communautaires ne se traduisent pas non plus par une loi nationale. Dans presque 3 cas sur 4, elles font l'objet d'une transposition directe dans le domaine réglementaire. Alors, pour l'adoption de cette motion. C'est décidé et même voté, les Verts continuent l'aventure Europe Écologie. Près d'une semaine après les élections européennes, la poursuite du rassemblement fait l'unanimité. Du côté des militants, c'est encore l'enthousiasme qui domine. Aujourd'hui, on sent qu'avec le résultat électoral de dimanche, c'est maintenant que les portes s'ouvrent. C'est maintenant qu'on est contacté et que c'est maintenant qu'il faut aller discuter avec les gens. Avec leurs nouveaux alliés d'Europe Écologie, les Verts se projettent déjà vers les élections régionales de 2010. Ils comptent bien cette fois présenter des listes autonomes dès le premier tour. Et tant pis si les dents grincent du côté du PS. Le Parti socialiste ne peut plus prétendre à l'hégémonie et qu'en conséquence, il doit nous considérer comme un partenaire à part entière et non pas comme une force d'appoint. Pas de Daniel Cohn-Bendit ni d'Eva Joly pour assister à cette première réunion des Verts après les élections. Mais promis, la concertation règne avec les autres partenaires du rassemblement. Du côté des Verts, on se félicite même de la vitesse à laquelle le mouvement s'organise. On a eu un collège exécutif mardi, suivi d'un conseil politique avec les représentants d'Europe Écologie à ce conseil politique. Et le boulot a été fait ce soir-là. Toutes les questions ont été décantées. Le reste, après, ça a été du fignolage, on va dire, jusqu'à ce matin. En août s'ouvrent à Nîmes les journées d'été des Verts. Les autres membres d'Europe Écologie sont invités. Personne ne s'y trompe, il faudra encore faire la preuve de cette nouvelle unité de l'écologie politique.